Leonetti, Fortuné Bizindo. Nous avons eu la chance de vous recevoir il y a quelques mois à l'hôpital de Vendôme. Je suis le médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs. Et vous avez pu effectivement nous éclairer sur une situation particulière. Par contre, je vais commencer par deux phrases. La première, c'est je ne suis pas obligé d'être le témoin de ce qui adviendra. Et la deuxième, donc, qui a été citée par un membre du comité consultatif national de l'éthique. Et la deuxième, qui est la vôtre, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu lorsque vous êtes intervenu à l'hôpital de Vendôme, ne pas laisser les malades en fin de vie être spectateurs de leur propre mort. Cependant, lorsque la mort est proche, oui, effectivement, cette loi nous éclaire, nous permet de faire les choses tranquillement. Et vous l'avez dit, les soins palliatifs appliqués précocement, lorsque le patient est en phase curative, ce que nous on appelle les soins de support, permettent effectivement d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Et ce qu'on voit arriver de plus en plus à l'hôpital, ce sont les personnes à qui le cancérologue a dit qu'on ne peut plus rien faire, qui sont sur leurs pieds, leurs jambes, voilà, debout, et qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus. Ce n'est plus possible de rester là à attendre alors qu'on leur a annoncé leur mort prochaine. Ils ne sont pas à l'agonie. Et voilà, quelle réponse est-ce que lorsque je propose une sédation à ces personnes-là, je suis dans le cadre de votre future loi ou au contraire, je suis hors la loi? D'abord, c'est vrai que j'ai dit, et je pense vraiment que les malades ne sont pas obligés d'assister au spectacle de leur propre mort si cela les angoisse. Cela pour dire qu'il y a des souffrances qui ne sont pas des douleurs physiques, mais qui sont de telles angoisses devant la mort que la mise en place d'une sédation, légère, moyenne ou profonde, est indispensable parce qu'on n'est pas obligé, effectivement, d'assister à sa propre mort. Pour autant, certaines personnes veulent avoir les yeux ouverts et assister tranquillement et lucidement à leur propre mort, tout en demandant, et c'est plus compliqué, que de soulager leur souffrance ou leur douleur. Et donc là aussi, c'est le cas par cas, respect de l'autonomie de la personne et de sa liberté. On ne doit pas sédater systématiquement tous les malades qui vont mourir. C'est une petite tendance française, une petite tendance française qui considère presque que puisqu'il va mourir, je mets en place des sédatifs et des antalgiques, même s'il n'y a pas de souffrance exprimée. On a le droit de mourir sans perfusion, on a le droit de mourir tranquillement, je veux dire, ça peut arriver. Donc qu'on n'ait pas cette obligation, mais que ce soit le fruit de ce dialogue important. Ensuite, il y a plusieurs phases dans les maladies. Il y a une phase de la maladie qui est une phase dans laquelle on traite avec l'espoir de guérir. Ensuite, il y a une phase, dans les maladies dans lesquelles on est en échec. Il y a une phase dans laquelle le traitement que l'on met en place est moins opérant ou inopérant, inefficace. Ensuite, il y a une phase où, malgré le traitement qui est mis en place, la dégradation de la situation du malade arrive. Et ensuite, il y a une phase qu'on peut appeler phase agonique, dans laquelle, petit à petit, l'ensemble de l'organisme défaille, le rein, le cœur, etc., et qui aboutit à la mort. Là, vous avez mis le point sur un endroit dans lequel le médecin curatif dit « moi, je ne peux plus rien pour vous ». Pardon de dire ça, mais je pense que c'est à la fois une vérité, mais en même temps une posture. Une vérité parce qu'il y a un moment où la chimiothérapie, dans un cancer, est inopérante. Est-ce que pour autant, parce que la chimiothérapie est inopérante, je dois considérer que je ne peux plus rien faire pour ce malade? Rappelons-nous que les soins palliatifs, la définition, toujours de Cicely Saunders, c'est de dire tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Or, nous savons, et nous savons de plus en plus, que le traitement palliatif, bien conçu, est un traitement qui prolonge la vie en même temps qu'il améliore la qualité de vie.
Et donc, vous voyez comment on est très, je vais dire, séquentiel en France. Il y a un cancérologue, je caricature, hein, pardonnez-moi, je suis né à Marseille, j'ai le droit de caricaturer de temps en temps. Donc, il y a un médecin qui fait du curatif. Quand il a fini le curatif, il dit « Vous n'êtes plus un malade pour moi, passez voir mon collègue du palliatif ». Alors que dans l'idéal, dans le meilleur des mondes possibles, le médecin, il associe d'emblée le curatif et le palliatif, parce que la vie, c'est bien de la prolonger, mais c'est bien d'avoir une qualité de vie aussi. Et, coup de chance, non seulement j'améliore sa qualité de vie, mais j'améliore son pronostic. Et donc le malade n'a pas cette sensation de rupture entre un moment où on lui dit « je vais te guérir » et un moment où on lui dit « je t'abandonne ». Dans l'idée de la loi de 2005, « je ne t'abandonnerai pas », ce n'était pas uniquement la société à laquelle je m'adressais, c'est au corps médical, qui de temps en temps dit « moi j'ai fait mon job, donc maintenant ce malade n'est plus pour moi », sous prétexte que j'ai une incapacité à le guérir. Mais on ne guérit personne. Pour mettre de l'ambiance, vous allez tous mourir. Hein, voilà. Donc, c'est une situation dans laquelle on ne fait que prolonger des vies et améliorer des vies. Et si on a comme objectif de ne pas se mettre en rupture, il faut associer très tôt. Et c'est la nouvelle tendance, à mon avis, le nouveau défi qu'on doit relever, c'est arriver à mettre en place des soins palliatifs et des soins curatifs sur des pathologies lourdes, hein, pas sur l'arrachage de la dent de sagesse, mais sur des pathologies lourdes et prolongées, de mettre d'emblée les deux. Et comme ça, le malade n'est jamais abandonné, et on ne lui dit jamais « je ne peux plus rien pour vous ». Parce qu'on peut toujours, pour quelqu'un, quelque chose. Et donc ensuite, la deuxième question, vous me dites, est-ce que j'ai le droit de faire une sédation profonde ? Vous allez être en difficulté s'il est vraiment sur ses pattes et qu'il a 6 mois à vivre. Parce que la sédation, dans le texte, elle dit qu'il y a 2 conditions pour qu'elle s'effectue bien, non pas pour des raisons morales, mais pour qu'elle s'effectue bien. Il faut que la fin soit proche, pour que la mort survienne dans la foulée de ce sommeil apaisant qui arrive. Et puis en même temps, il faut qu'on ait d'abord essayé de soulager la souffrance du patient. Et donc, il y a une tentative de soulagement de la souffrance. Reste un certain nombre de personnes qui me disent « et la souffrance existentielle ?» Je ne sais pas. Voilà. Franchement, je ne sais pas faire la souffrance existentielle. On a tous parcouru, je suppose, des moments dans lesquels on se disait à quoi sert ma vie, d'où je viens, mais c'est des questions philosophiques. Moi qui suis très camusien, qui adore les lectures de Camus, Camus commence le mythe de Sisyphe en disant il n'y a qu'un seul problème philosophique qui vaille la peine, c'est le suicide, parce qu'il répond à la question « ma vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Et y répondre d'une façon ou d'une autre, c'est la base de toute philosophie. Ben oui, ma vie vaut-elle la peine d'être vécue? Chacun a une réponse, mais au fond de nous, je dirais presque l'animal qui est en nous et l'instinct de vie qui est en nous fait que oui, on a envie de vivre. Après, est-ce qu'on a envie de tout vivre et de vivre dans des conditions horribles et affreuses? Non. Est-ce que la société est capable, même sur les plus vulnérables, ceux qui souffrent, de leur donner des instants de bonheur? C'est ça la vraie question. Est-ce que cette société doit dire « ben oui, tu souffres, donc oui, on ne peut plus rien pour toi ». Ou est-ce que la société doit dire « non, la vie que tu as, elle vaut encore la peine d'être vécue et je vais essayer, que tu sois handicapé, que tu sois mourant, que tu sois mendiant, que tu sois qui que tu sois, parce que tu es homme, je vais essayer, moi, société, de te donner de goût à la vie ». Et donc, c'est pour ça que cet objectif me paraît important, et que dans ce conflit entre l'autonomie et la vulnérabilité, il faut toujours se dire qu'on va nous pousser à aller vers l'autonomie. Et à dire, bon, finalement, puisqu'il n'y a plus rien à faire pour le guérir, eh ben, on va effectivement calmer cette angoisse de la façon la plus définitive possible. Et puis dans l'autonomie, un médecin de soins palliatifs me dit attention à l'autonomie, parce que regarde, moi, maison de retraite, on passe notre vie à faire ce que le malade ne veut pas. On passe le matin, la vieille dame, elle dit moi j'ai pas envie de me lever. Mais si, on va se lever, oui, on va se lever. Voilà. J'ai pas envie de manger. Ah si, vous allez manger un peu. Voilà. J'ai pas envie de sortir. Si, on va faire un petit tour.
qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai pas envie de me laver, eh ben non, on va quand même aller un peu à la douche, hein, on va se laver les cheveux. Et vous voyez bien qu'on est dans cette situation. Mais par contre, s'il lui reste quelques jours à vivre, et qu'elle dit je ne veux pas me laver aujourd'hui, ben, peut-être qu'il ne faut pas la laver. Peut-être qu'il faut la laisser tranquille. Et si elle dit j'ai pas envie de manger les pâtes, ben, peut-être qu'il ne faut pas la faire manger les pâtes quand même. Donc dans ces moments, dans ces situations-là, essayons d'avoir des attitudes qui sont des attitudes humaines, dans lesquelles on doit à la fois toujours apporter avec bienveillance le goût de la vie à l'autre, mais en même temps ne pas lui infliger la vie. C'est peut-être toute la philosophie des soins palliatifs et de l'accompagnement. Il y a un de mes collègues qui dit, dans le traitement curatif, il y a le médecin prométhéen qui donne sa foudre médicale, son feu médical, et qui brûle le malade en le guérissant. Voilà. Et puis ensuite, le malade s'en va en disant « Docteur m'avait sauvé la vie ». Voilà. Et le cardiologue que je suis, réanimateur, il dit non, 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 il pense oui, 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 voilà, et ça lui fait du bien, parce que, voilà, vous m'avez sauvé la vie, c'est pas désagréable à entendre. Et puis, dans une autre vision, ben, ce malade, il va me mettre en difficulté. Il va me mettre en difficulté parce qu'il est justement vulnérable, parce qu'il souffre. Et que j'ai bien envie, moi aussi, de ne pas le voir, parce que je ne peux plus le sauver, parce que je ne peux plus le guérir. Et d'ouvrir toutes les possibilités qui sont derrière, qui sont des possibilités plus médico-socio-humaines que des possibilités purement techniques, c'est tout le champ inexploré de la médecine qui, à mon avis, va nous faire des découvertes. Donc, je crois que, effectivement, acceptons cette difficulté, acceptons ce dilemme. Il y aura toujours l'autonomie de la personne d'un côté, son angoisse, et puis de l'autre côté, celui qui dit « non, ta vie vaut encore quelque chose », que tu sois effectivement en grand handicap, et ta souffrance, je peux encore la soulager, même si la souffrance existentielle, franchement, voilà, je suis incapable, je n'ai pas le médicament pour calmer l'angoisse philosophique existentielle. Si je l'avais, je me serais déjà injecté très sympathiquement. Merci à vous tous de votre attention et de vos questions. Merci de votre présence. Merci à Gérard. Merci à vous, madame, de m'avoir invité. Merci, madame la directrice, de ces échanges. Et continuez à défendre les soins palliatifs et une médecine à la fois technique et humaine. Merci à vous tous. Merci.